Bienvenue à l'UFR 3S, à la faculté de médecine où se déroule la formation en orthophonie. Je me présente, je m'appelle Maïtrad, je suis la directrice du département d'orthophonie et je vais vous parler de la formation. Donc je vous remercie d'être nombreux et je remercie aussi les membres de l'équipe, qu'ils soient administratives, enseignantes ou les étudiants qui sont présents et que vous pourrez à la fin de la conférence aller voir si ce n'est pas déjà fait pour échanger avec eux. Alors, dans cette présentation, je vais vous présenter la profession d'orthophoniste, les modalités d'exercice et les études qu'il faut faire pour être orthophoniste. Je vais vous donner des éléments sur l'organisation de la formation, sur les questions d'insertion professionnelle, mais aussi les suites possibles du cursus une fois que vous avez fait les 5 années d'études. Et je parlerai pour terminer des modalités d'accès à la formation qui sont les modalités via Parcoursup. Et ensuite, je serai à votre disposition pour répondre à vos questions ainsi que tous les membres de l'équipe et les étudiants qui sont présents. Alors, la profession d'orthophoniste, c'est une profession de santé. Vous êtes dans une faculté de médecine qui est en charge de la prévention, du dépistage, de l'évaluation et du traitement de troubles très variés, qui sont les troubles du langage, qu'ils soient oral ou écrit, donc des adultes ou des enfants qui ont des difficultés pour s'exprimer à l'oral, mais aussi pour écrire, et les troubles de la communication, les troubles de la phonation et de la déglutition, par exemple les troubles de la voix, et que ces troubles soient développementaux, c'est-à-dire qu'on les identifie au moment du développement de l'enfant, ou qu'ils soient acquis, c'est-à-dire que l'enfant se développe normalement, il devient adulte, et il maîtrise parfaitement la langue écrite et orale, et puis à la suite d'un problème médical, il rencontre des difficultés. Donc c'est ce qu'on appelle les troubles acquis. Et ce, à tous les âges de la vie. C'est-à-dire que cette représentation a maintenant changé, mais pendant longtemps, on associait l'orthophonie aux jeunes enfants et à la gentille dame qui s'occupait des petits-enfants. Il y a des gentils orthophonistes qui s'occupent de petits-enfants, mais il y en a qui s'occupent aussi d'adultes, il y en a qui s'occupent de bébés, il y en a qui s'occupent de personnes âgées, donc c'est un champ de compétences très large. Et donc vous voyez, j'ai mis un petit peu les mots-clés qui sont communication, orale et écrite. Notre métier est un métier de relation et de communication. Déglutition et phonation, parole et langage, et puis les grands champs de compétences. Donc on connaît bien l'évaluation, le diagnostic et la prise en charge, mais l'orthophoniste travaille aussi en prévention, dans le domaine du dépistage et aussi dans le domaine de la formation. Au niveau des modalités d'exercice, il est très varié, ce qui en fait un métier qui est assez attirant, on va dire. Vous pouvez exercer en exercice salarié. Donc l'intérêt de l'exercice salarié, c'est de travailler aussi en équipe au sein de centres de rééducation, de services hospitaliers, de centres d'action médico-sociale précoce, etc. Vous pouvez travailler aussi en libéral, soit vous avez votre cabinet libéral, ou vous pouvez travailler en cabinet de groupe ou dans des maisons de santé. Et puis, il y a des orthophonistes qui font les deux, qui font un mi-temps en exercice salarié, puis un mi-temps en exercice libéral ou certaines vacations. Donc, un exercice varié auprès d'une population aussi variée entre le très jeune enfant et la personne âgée. Les études, c'est une formation universitaire professionnalisante. Donc ici, à l'UFR Santé, on forme des étudiants à un métier, et c'est un métier de santé. Mais cette formation, elle est universitaire. C'est pour ça que certains d'entre vous, on a échangé, ils parlent d'école d'orthophonie. Ça fait un moment qu'on ne parle plus d'école, qui était l'ancienne modalité. Est-ce que ça ne vous dérange pas de fermer la porte, s'il vous plaît? Merci. C'est une formation, vous êtes dans des départements universitaires, dans des centres de formation universitaire en orthophonie. Donc depuis 2013, on est sur un grade master et une formation universitaire. Donc 5 années d'études dans l'enseignement supérieur. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête pour choisir la formation. Ce n'est pas une formation Bac+3, c'est une formation Bac+5. Ça vous donne un diplôme professionnalisant qui s'appelle le certificat de capacité d'orthophonie. Donc sans ce diplôme, vous ne pouvez pas exercer l'orthophonie. Donc vous allez avoir, comme dans toute formation universitaire, des UE, des unités d'enseignement à valider, mais vous aurez aussi
à la fin du cursus, un certificat de compétences cliniques à valider, qui vous donne le droit d'exercer la profession. Et donc, vous avez un grade master. La formation est soumise à un numerus clausus, donc on peut faire appeler capacité d'accueil, hein, c'est-à-dire qu'on a des salles qui nous permettent d'accueillir un certain nombre d'étudiants, si on ne veut pas qu'il y en ait qui soient par terre. On a aussi des lieux de stage et qui sont en nombre limité. Donc si on veut donner une formation de qualité, on doit s'en tenir à avoir 90 étudiants. Alors, je vous ai mis ici sur cette carte les principaux centres de formation. Il y en a maintenant 22 et vous verrez que Lille fait partie des centres de formation où il y a l'effectif le plus important. Paris, ils ont 120 étudiants. Lyon, 100 et nous on a 90. Et puis ensuite les autres centres de formation sont des effectifs plus petits, pour certains une cinquantaine et puis pour d'autres ça peut être moins, notamment les centres qui ont ouvert plus récemment comme Brest et Rennes en Bretagne. Ce diaporama sera sur le site du département que je vous invite à visiter, à regarder puisqu'il y a beaucoup d'informations sur les études et sur l'organisation à Lille. Alors, 5 années d'études qui vont se répartir en 10 semestres, dans lesquels vous allez étudier 11 grands domaines, hein, qui sont répartis dans 96 UE, ce qu'on appelle unités d'enseignement, et qui vous permettent d'avoir un grade master, puisque à la fin de ces études, vous allez valider 300 ECTS, hein, crédit européen. Donc, on a donc 2 niveaux. On a un niveau licence, qui correspond aux 3 premières années, L1, L2, L3. Donc pour ça, il faut 180 crédits européens et 6 semestres. Et un niveau master, M1, M2, qui sont sur les 4 derniers semestres de la formation, qui vous donne 120 crédits européens. L'objectif pour nous et pour l'équipe pédagogique, c'est de vous former au métier de soins et donc de développer des compétences cliniques. Ces compétences cliniques, elles vont se développer à partir d'un certain nombre de ressources, et notamment certaines matières fondamentales, je vais les décrire ensuite, mais elles vont surtout se mettre en place en lien avec la pratique, en lien avec les stages, en lien avec les TD, où les professionnels vont venir apprendre aux étudiants les fondamentaux de la profession en termes de compétences. Et cette compétence, elle va se développer progressivement avec un niveau novice dans les premières années, un niveau intermédiaire où les compétences vont s'enrichir et vous obtenez votre diplôme quand vous avez le niveau compétent, c'est-à-dire que vous êtes en capacité d'accueillir les patients et de leur offrir une prise en soin adaptée. En 5e année, comme je l'ai dit, vous validerez aussi un certificat de compétences cliniques. Donc ce ne sont pas des études uniquement théoriques. Bien sûr, il y a de la théorie, puisqu'on a des fondements scientifiques sur l'exercice de la profession, mais il y a surtout montrer des compétences à pouvoir soigner des patients dans le champ de compétences de l'orthophonie. Sachez aussi que depuis 2013, comme nous sommes en grade master, il y a au second cycle, donc en 4e et 5e année, la possibilité de faire un parcours recherche, c'est-à-dire qu'il est possible ensuite de pouvoir évoluer vers le 3e cycle, c'est-à-dire le doctorat. C'est une option possible, hein, tous les étudiants ne doivent pas le faire. Sur cette diapositive, vous avez l'essentiel des matières. Certaines personnes m'ont posé des questions sur les matières qu'il y a en orthophonie. Eh bien, cette diapositive montre bien l'orthophonie qui est au centre. Hein, vous serez dans la formation pour apprendre un métier qui est le métier d'orthophoniste, et donc pour acquérir des compétences orthophoniques. Et pour cela, vous allez mobiliser des ressources, qu'elles soient théoriques mais aussi pratiques. Prenons l'exemple des sciences du langage. Je suis professeur en sciences du langage, donc je peux davantage illustrer. Il faut évidemment, pour prendre en charge les troubles du langage des patients, comprendre comment fonctionne le langage. Mais il faut aussi avoir des connaissances pratiques d'analyse de corpus. Comment on analyse les productions des enfants. Ce que font les linguistes, mais ce que feront les orthophonistes appliqués à un patient qu'ils ont en face d'eux et qu'ils vont soigner. Donc vous avez les disciplines qui sont des disciplines plus sciences humaines et sociales, hein, sciences du langage, je viens d'en parler, psychologie, sciences de l'éducation, les neurosciences, et puis vous avez toutes les disciplines médicales, ORL, pédiatrie, neurologie, psychiatrie. Donc
c'est ce que j'ai indiqué en complétant la diapositive, c'est une formation professionnalisante en santé, hein, c'est pour ça qu'on est dans l'UFR 3S, qui sont les sciences de la santé et du sport, mais qui est au carrefour des sciences biomédicales et des sciences humaines et sociales. Je dirais que dans les formations qu'on appelait avant paramédicale, que je préfère appeler formation de santé non médicale, puisqu'on ne prescrit pas, mais on est profession de santé. On est ceux qui, dans la formation, ont le plus de cours de sciences humaines et sociales, parce que ça fait vraiment partie de l'ADN des études et de la profession. Alors, dans les études, il va y avoir des stages. Des stages, vous en avez dès la première année. Et tout au long de la formation, et ils deviennent de plus en plus importants. Dans la dernière année, celle qui est pré-professionnelle, il y a beaucoup de temps sur le stage et le mémoire, par exemple. Mais vous avez des stages dès la première année, en école, en milieu de la petite enfance, dans les structures pour personnes âgées. L'objectif, c'est, avant d'aborder la question de la pathologie, c'est de comprendre la normalité et le continuum qu'il y a entre la normalité et la pathologie. Et puis, vous allez avoir, dès la fin de deuxième année, des stages cliniques avec des orthophonistes où, en fonction du niveau de compétence, qu'ils soient novices, intermédiaires ou compétents, vous allez être de plus en plus actifs. Et on essaie d'avoir ces stages dans des lieux d'exercice différents, libéral, hôpital, centre. Il y a ensuite les travaux dirigés, donc il y a à la fois des cours magistraux, des travaux dirigés pour lesquels la présence est obligatoire parce que c'est là qu'on apprend les compétences professionnelles, mais il y a aussi des travaux personnels, et donc la formation en orthophonie exige aussi un investissement en termes de travail personnel pour acquérir les compétences. Donc vous voyez, c'est indiquer autrement un petit peu les matières qu'il y a. En fait, les matières que vous avez, les numéros qu'il y a devant, ça correspond aux intitulés des UE. Donc les UE qui commencent par 1, c'est les sciences humaines et sociales. Les UE qui commencent par 2, c'est les sciences biomédicales. Donc vous allez par exemple avoir les sciences du langage dans l'UE 1 et la psychologie. Et les sciences biomédicales, vous allez avoir la pédopsychiatrie, la psychiatrie, l'ORL, la neurologie qui va être dans ces domaines-là. Mais vous avez aussi, et c'est important de l'avoir en tête, tout ce qui est compétences transversales, puisqu'on est professionnel de santé et qu'on travaille dans des réseaux de soins et au sein du système de santé, donc la santé publique et aussi des compétences transversales comme l'anglais. Hein. Vous êtes dans une formation Bac+5 qui s'appuie, je vais y revenir dans la diapositive un peu plus tard, sur l'evidence-based practice, qui est la pratique fondée sur les preuves. Donc, ce que dit la science et ce que disent les publications sur certaines techniques de rééducation, hein, sur leur intérêt. Et il faut savoir lire en anglais. Donc, vous avez, pendant tout le premier cycle, des cours d'anglais pour pouvoir comprendre ces ressources qui sont celles de la littérature scientifique et éventuellement pouvoir aussi, si vous faites le choix d'aller après vers le doctorat, d'avoir une formation suffisante pour pouvoir, par exemple, pour ceux qui le souhaiteront, communiquer en anglais. En fait, c'était sur ma diapositive. Il y a deux mots-clés qu'il faut retenir sur la formation. C'est l'EBP, c'est la pratique fondée sur les preuves, c'est-à-dire que les choix de ce qui est enseigné ici sont des choix qui sont basés sur la science, et c'est donc une formation scientifique. C'est pour ça qu'il faut que le profil soit équilibré au niveau scientifique et au niveau compétences linguistiques. Et puis, nous avons une approche pédagogique qui est une approche par compétences. Donc, ce que l'on vise, c'est l'acquisition de compétences de soignants en s'appuyant sur des ressources qui sont à la fois des ressources de la littérature scientifique et de la recherche, mais aussi les ressources des professionnels qui ont une réflexion sur la qualité des soins qu'ils apportent et l'efficacité de leurs actions auprès des patients. Donc les unités d'enseignement, il y a toutes les unités de pratique professionnelle. Et donc là, je vous ai cité, donc ce sont les noms des UE qui correspondent à des unités d'enseignement qui correspondent à ces cours et ces TD. Et ça vous permet, pour ceux qui connaissent plus ou moins bien l'orthophonie, de voir qu'il y a peut-être des domaines auxquels vous ne pensiez pas. Donc communication et langage oral, langage écrit, cognition mathématique, phonation et déglutition, handicap, pathologie neurologique, trouble de l'affluence, qui est un terme qui recouvre les notions notamment de bégaiement.
Et puis, l'évaluation des pratiques professionnelles, c'est-à-dire que dans tous ces domaines-là, comment on a une réflexion sur la qualité de notre pratique, comment elle peut être améliorée, etc. Donc, essayer d'évaluer comment les patients progressent ou pas. Et s'ils ne progressent pas, est-ce qu'ils doivent être orientés autrement dans le système de santé, ou est-ce qu'il faut qu'on envisage d'autres méthodologies? Et donc, pour développer ces pratiques professionnelles, il faut avoir des connaissances. Elles sont indispensables. On ne peut pas développer des compétences si on n'a pas un minimum de savoir. Donc là, ce qui va être travaillé dans la formation, ce sont les savoirs, mais aussi les savoir-dire, les savoir-être, les savoir-faire. Mais il faut quand même avoir les connaissances minimales, mais les connaissances ne sont pas suffisantes, c'est-à-dire que vous pourriez avoir des très bonnes notes dans toutes vos matières, dans toutes vos UE, qui signent que vous avez de bonnes connaissances, mais l'orthophoniste, elle est une personne qui est soignante face à un patient, et il faut que ça aille plus loin que ça. Donc c'est aussi ce qui va essayer d'être vu dès le départ. Par exemple, quand je vous parle d'approche par compétence, on est en train de renforcer cette approche qui est demandée par le ministère et qui est aussi demandée par l'université. L'approche par compétence, quel est son intérêt? C'est qu'on part de la compétence orthophonique du métier et donc les étudiants mettent plus de sens sur ce qu'ils apprennent. Pourquoi est-ce que j'apprends les 12 paires de nerfs crâniens en neurologie et pourquoi est-ce que je dois faire de la physique acoustique? Eh bien, je vais faire de la physique acoustique pour comprendre quand je vais devoir expliquer à un parent comment fonctionne l'appareil auditif, d'expliquer ce qui se passe au niveau de l'implant cochléaire, etc. Et donc, c'est toujours remettre par rapport à une situation où ces connaissances sont nécessaires pour bien soigner. Et dans cette approche par compétences, par exemple, on va vous demander d'avoir des connaissances. Donc, j'ai un collègue qui fait un enseignement sur l'acquisition de la langue écrite. Voilà, les étudiants apprennent comment un enfant apprend à lire et à écrire. Et dans le même temps qu'il apprend ça, on lui demande d'essayer de pouvoir l'expliquer à un enseignant avec qui on va échanger parce qu'il s'occupe de l'enfant, à un parent ou à l'enfant lui-même. Donc, c'est pas tout d'avoir les connaissances, c'est qu'il faut aussi pouvoir les transmettre. Donc ça fait vraiment partie de cette approche par compétences. Donc, vous voyez, les grands domaines qui sont les ressources sur lesquelles on va s'appuyer dans des domaines variés comme les sciences humaines et sociales, les sciences biomédicales, sciences physiques et techniques, tout ce qui est méthodologie. Nous avons la chance d'avoir plusieurs enseignants chercheurs dans le département qui peuvent assurer cette partie, et puis la santé publique. Donc vous voyez qu'il y a de la linguistique, de la psychologie, des sciences de l'éducation, des sciences de la société, des statistiques, de la biologie, de l'anatomie, de la pharmacologie, des neurosciences, et puis les matières médicales dont je vous ai déjà parlé, et puis des cours de physique acoustique et de technique exploratoire pour comprendre un petit peu quand un patient vient vous voir parce qu'il a eu une IRM, qu'il a eu un audiogramme, qu'il a fait des potentiels évoqués, il faut pouvoir comprendre les techniques qui ont été utilisées par les médecins ou par d'autres collègues en santé pour pouvoir accompagner au mieux le patient. Pourquoi je vais dire un petit mot sur ces matières-là, c'est que en fonction de ce que vous aurez fait précédemment, notamment dans vos études au lycée ou aussi dans vos études dans l'enseignement supérieur, si vous êtes dans un projet de réorientation, eh bien, l'idée c'est que vous soyez prêts à aborder ces différentes matières. Donc vous voyez qu'il y a à la fois des matières scientifiques et des matières plus sciences humaines et sociales. Il faudra toutes les valider. Donc, plus vous avez développé des compétences dans ces domaines-là, plus les études seront probablement plus abordables pour vous. Donc, l'objectif pour nous, et pour les personnes qui vont regarder les dossiers Parcoursup, c'est d'essayer d'identifier les étudiants qui ont un projet professionnel qui correspond bien au métier, et qui puissent réaliser les 5 années d'études, donc qui ont une capacité de réussir les 5 années d'études. Et de ce point de vue-là, la bonne nouvelle pour cette formation, c'est que la majorité de nos étudiants, on a un très fort taux de réussite à la fin du cursus. Et puis, c'est un métier qui commence à être de plus en plus en tension et on a une insertion professionnelle qui est très bonne. Alors, comment s'organise la formation ? L'emploi du temps, c'est des cours du lundi au vendredi. Et donc, ce sont des semaines, généralement, qui sont... il y a des cours tous les jours. Plus on avance dans le cursus, plus
l'emploi du temps est plus conséquent, mais il est aussi avec beaucoup de TD, donc aussi beaucoup de mise en action et d'apprentissage du métier. Donc on est plus près de 25 à 35 heures environ selon les années. Et la présence en TD est obligatoire. Donc c'est important pour ceux d'entre vous qui se posent la question de pouvoir travailler en même temps que faire les études. Avec cet emploi du temps-là, il faut plutôt envisager le travail le soir ou le week-end. Ça veut dire aussi que vous avez des heures de cours, mais qu'il y a du temps de travail personnel qui est extrêmement important, qu'il faut ajouter en plus. Donc ce sont quand même des études qui sont assez exigeantes, et il faut le savoir quand on commence, pour pouvoir s'y préparer et puis pouvoir s'organiser au mieux. On a une alternance de périodes de cours et de stages, donc c'est aussi une des caractéristiques de la profession. Vous n'êtes pas dans le théorique pendant je ne sais pas combien de temps. On essaie tout de suite de faire du lien entre la théorie et la pratique. Et avec l'approche par compétences sur laquelle nous travaillons, de plus en plus d'enseignants s'investissent dans ça et essaient à chaque fois de faire du lien sur ce qu'on est en train d'apprendre par rapport à ce dont les futurs professionnels ont besoin. Alors, selon les années, vous avez en première, deuxième année et aussi en cinquième année, en fait, des périodes dans l'emploi du temps qui sont balisées pour être ici à la fac et puis pour être en stage. Et puis, entre la troisième et la quatrième année, vous passez une partie de la semaine en stage et une partie de la semaine en cours ou en TD. Et c'est assez apprécié par les étudiants parce qu'il y a vraiment un lien qui est fait entre les deux. J'ai pas fait diapo là-dessus, mais je vais l'évoquer, sur les enseignants, parce que ça peut jouer sur l'emploi du temps. Donc évidemment, vous avez des enseignants dans les matières fondamentales, il y a des enseignants de la faculté de médecine qui viennent faire des cours chez nous, on mutualise un certain nombre de choses. Il y a des enseignants-chercheurs qui sont spécifiquement affectés au département d'orthophonie, nous sommes 5 à Lille. Et puis, il y a des enseignants qui sont des professionnels, donc médecins et aussi beaucoup d'orthophonistes, vous comprenez pourquoi, dont certains orthophonistes qui viennent faire quelques heures de cours d'évacation, des orthophonistes qui sont là un peu plus de temps dans la formation. Mais on a beaucoup de professionnels et donc l'emploi du temps, il est lié aussi par rapport aux jeunes qui viennent du lycée où les enseignants sont affectés dans un établissement et ne font que l'enseignement. Nous, on a des personnes qui travaillent, qui ont leurs consultations, qui ont leurs interventions, etc. Et donc l'emploi du temps se fait aussi avec les disponibilités des enseignants. Nous avons la chance d'avoir des professionnels passionnés par leur métier qui viennent l'enseigner à nos étudiants, mais ça implique que parfois, on va avoir des cours, pas toujours, mais qui peuvent se terminer à 19h si l'enseignant qui est responsable de la matière ne peut, sur le temps du calendrier universitaire, intervenir qu'à ce moment-là. Alors, pour l'insertion professionnelle, en France, certaines personnes m'ont posé des questions sur la Belgique, c'est un peu différent en Belgique. En France, l'exercice majoritaire, les orthophonistes s'exercent essentiellement en libéral, donc dans des cabinets de groupe ou dans des maisons de santé, et ils peuvent aussi effectuer des rééducations à domicile, à leur cabinet ou à domicile. L'exercice salarié peut se faire dans des établissements privés ou publics, donc dans des structures variées, des centres de soins, des services hospitaliers, d'ORL, de neurologie, des services de consultation, des services d'hospitalisation, des services de rééducation fonctionnelle, de pédiatrie, de neuropédiatrie, de psychiatrie, des centres experts référents pour les troubles d'apprentissage ou pour les troubles cognitifs. Et puis vous pouvez aussi avoir un exercice mixte. Alors, ce qui est intéressant aussi dans notre profession, c'est qu'on travaille, on a un métier de relation et de communication et on a un métier où on aime travailler avec les autres. Et donc, on va travailler avec les professionnels du secteur médical, paramédical ou social. Toutes ces personnes vont intervenir aussi dans la formation, médecins généralistes et spécialistes. Dans les spécialistes, les ORL, les neurologues, les psychiatres, les médecins de rééducation. Les psychologues, qu'ils soient psychologues cliniciens ou neuropsychologues par exemple, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les éducateurs, les kinésithérapeutes, les infirmiers, les assistants et assistantes sociales, les orthoptistes.
Mais on travaille aussi, puisque quand on travaille sur les problèmes d'apprentissage et les troubles d'apprentissage, on travaille avec les enseignants, notamment pour tout ce qui concerne l'intégration scolaire, les aménagements pédagogiques, et avec la maison départementale des personnes handicapées. Donc l'orthophoniste, elle a vocation à travailler en collaboration avec d'autres professionnels que vous allez apprendre à connaître dans la formation et à intégrer des réseaux de soins. Donc c'est cette bonne connaissance du système de santé qui est importante. Dans les suites possibles du cursus, l'orthophoniste peut faire évoluer sa carrière en s'investissant dans des formations. Donc, par exemple, dans des structures hospitalières ou des structures de centres de rééducation, vous pouvez vous former en tant que cadre de santé, mais vous pouvez aussi passer un certain nombre de diplômes universitaires, diplôme d'audiophonologie, diplôme de neuropsychologie. Vous pouvez également reprendre un master de santé publique, un master dans un autre domaine. Et vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, soit tout de suite après la formation d'orthophonie, soit plus tard, le grade master vous permet de soumettre un dossier pour intégrer une école doctorale. Alors on peut faire une école doctorale. Pour le moment, il n'y a pas de thèse en orthophonie, mais nous sommes de plus en plus, il y a de plus en plus d'orthophonistes, enseignants-chercheurs et professeurs des universités qui peuvent encadrer des thèses. Donc c'est quelque chose qui va probablement venir avec le temps. Comme pour les masters, le doctorat, ça va pas. Enfin, il faut déposer un dossier et voir si on est ensuite, si on est accepté dans l'école doctorale avec son projet de recherche. Mais en tout cas, pour ceux qui sont intéressés par cela dès la formation, il y a un parcours recherche qui est proposé au second cycle, pour ceux qui auront envie de s'orienter et poursuivre leurs études ensuite. Alors, maintenant, je m'adresse à tous les jeunes qui sont ici présents, jeunes et moins jeunes s'ils sont en projet de reconversion. Vous avez peut-être vu dans la première diapositive que j'avais mis une petite balance. Vous êtes venus ici pour vous dire est-ce que l'orthophonie c'est pour moi. Alors certains d'entre vous, ceux avec lesquels j'ai discuté, ils ont déjà un projet bien en tête, d'autres pas forcément. Certains d'entre vous, vous partirez de la conférence en vous disant en fait c'est pas tellement cette formation qui m'intéresse. Et puis vous allez peut-être trouver votre bonheur dans d'autres stands ici ou dans d'autres domaines de l'Université de Lille. L'Université de Lille est grande. Vous avez aussi le campus Pont-de-Bois et le campus Cité Scientifique, où je vous encourage également à aller. Moi, ce qui m'intéresse de dire aux jeunes ce matin, c'est quels sont vos souhaits, votre désir d'un futur métier. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos points forts que vous pouvez utiliser dans votre formation, qui vous aideront aussi à mettre du sens sur vos études et qui faciliteront aussi vos études, parce qu'il faut que les études, ce soit un moment où on s'épanouit aussi. Et puis, qu'est-ce que j'ai compris du métier des études et est-ce que ça correspond à mon projet professionnel? Et ensuite, c'est de dire, est-ce que pour réaliser ce projet professionnel, qu'est-ce que je suis prêt à faire? Et moi, j'essaie de vous donner toutes les cartes pour ça ce matin, mais après, la balle est dans votre camp. Bien sûr, je répondrai aux questions, mais on peut tout à fait imaginer que le métier d'orthophoniste vous plaise bien, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de travail, un emploi du temps qui est chargé, et que vous avez d'autres projets dans la vie, et que vous avez envie d'études soit plus courtes, soit moins intenses, on va dire. Voilà. Et dans ces cas-là, vous ferez votre choix en fonction de ça. Donc, si vous êtes intéressé par un métier de soins, c'est important de le rappeler, on ne fait pas des études d'orthophonie pour apprendre ce que c'est que l'orthophonie, on apprend le métier d'orthophoniste. Donc est-ce que vous vous voyez dans ce métier-là? Que vous ne connaissiez pas toutes les richesses du métier, à ce stade-là, c'est pas très grave, vous allez les découvrir dans la formation, mais au moins que vous vous projetiez dans un métier de soins. Vous êtes à l'aise dans la communication et la relation. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait pas peur et qui vous met pas dans des états où vous serez en difficulté quand on vous demandera en cours ou en stage de prendre la parole ou de réagir, etc. Si ça vous met trop en difficulté et que ça vous convient pas, il faut aller dans
dans un autre projet. Vous êtes curieux, motivé et créatif. C'est vrai qu'il y a un aspect créatif aussi dans le métier. À chaque fois, on travaille avec des patients, donc majoritairement en individuel, mais on travaille aussi en groupe. Et on travaille en individuel avec un patient qui est différent. Et il faut à chaque fois créer, imaginer d'autres choses avec le patient pour être le plus adapté à une demande très personnalisée. Vous avez des qualités humaines, vous avez de l'empathie, vous savez vous adapter aux différentes situations. Vous avez des qualités de bienveillance et d'écoute. Ça, ce sont des qualités nécessaires à tout soignant. Vous avez une solide maîtrise de la langue orale ou écrite. Ça, c'est un attendu qui est incontournable, qui ne fait pas l'objet du UE de formation, puisque c'est un attendu. C'est-à-dire que pour vous exprimer et pour développer un raisonnement, quelque chose qu'on va travailler, qui est la colonne vertébrale de notre formation, c'est le raisonnement clinique. Donc il faut mettre en mots une réflexion, des hypothèses diagnostiques, des propositions de traitement. Donc il faut être à l'aise dans la formulation, et puis être à l'aise à l'écrit, c'est-à-dire écrire, avoir une bonne qualité d'écrit, tout simplement parce que si on revient sur la question de compétences, si vous n'avez pas une maîtrise suffisante de l'orthographe, par exemple, ou de la grammaire, ben ça va vous être difficile d'identifier une erreur d'un enfant et de la corriger. Donc il y a une perte de chance pour le patient. Et donc c'est important d'avoir une solide maîtrise de la langue orale ou écrite. Si elle peut toujours être améliorée, et dès les premières années du cursus, on vous le signalera, parce que les orthophonistes vont vous le signaler, et même dans l'enseignement supérieur, généralement, on le signale aussi. Et il faudra y travailler personnellement pour améliorer ça. Et aussi parce que, comme c'est une compétence, c'est pris en compte aussi dans la notation. Donc c'est pas tout d'avoir des connaissances. Si vous avez des super connaissances en neurologie, mais que vous faites, comme l'on l'a vu dans certaines copies, près de 20 erreurs, voire 40, on ne peut pas vous mettre la moyenne pour un futur orthophoniste. Vous êtes rigoureux. Donc, bien sûr, l'orthophonie, c'est comme la médecine, c'est un art, mais c'est quand même on a besoin de rigueur dans le raisonnement. On n'est pas juste à l'intuition en se disant oh, on ferait bien ce petit exercice ou je pense bien qu'il a une dyslexie. Non, on a quand même des protocoles qui sont bien établis. Vous avez des bonnes capacités de raisonnement logique. Donc, je reprends des choses que j'ai dites à certaines personnes avec qui j'ai déjà échangé. Par exemple, on va regarder vos notes en français et en philo pour les bacheliers. En philo, il faut savoir raisonner. Donc, quand vous avez des très bonnes notes en philo, c'est que vous avez quand même réussi à exprimer des idées abstraites, complexes. Donc, je ne dis pas qu'on regarde que ça, mais c'est pour vous montrer ce qu'on va aussi regarder. Des capacités d'analyse, de compréhension, des concepts issus de différentes disciplines. Vous avez vu les matières qu'il y a. Si vous êtes exclusivement scientifique, sera peut-être un peu plus difficile d'aller pour vous pour les matières plus sciences du langage, psychologie, etc. Et si vous êtes très littéraire, sciences du langage, littérature, il va falloir aller vers les matières qui sont plus scientifiques. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes l'un ou l'autre, vous ne pouvez pas faire de l'orthophonie, mais on va privilégier, nous, puisqu'on cherche les candidats qui ont les meilleures chances de s'épanouir dans la formation et de réussir, on va voir ceux qui ont déjà d'emblée le profil le plus équilibré, parce qu'on se dit ils ont le maximum de billes pour que ça se passe bien pour eux dans la formation. Et puis pour qu'ils soient aussi de bons orthophonistes, bien entendu, par rapport aux attendus. Donc vous êtes organisé, vous êtes capable de travailler en autonomie et en groupe. C'est-à-dire que, pour reprendre aussi une expression que j'ai entendue, donc on n'est pas école et on va pas non plus. Enfin, vous avez votre projet professionnel, on l'est à l'université, vous êtes autonome, et donc c'est vous qui gérez le développement de vos compétences, votre apprentissage, etc. Vous le faites pour vous. Donc il faut être assez autonome. Bien entendu, la première année, et quand on vient juste d'avoir le bac, il y a un accompagnement des étudiants pour l'entrée dans l'université et pour la découverte de l'apprentissage de la méthodologie universitaire. Vous êtes prêt à vous engager dans une formation en 5 ans, exigeant un travail régulier. Alors en orthophonie, il faut travailler tout de suite et dès le début. Et de façon régulière, tout le cursus. Ou si on a eu un petit creux, ou on a été un petit peu long à la détente et qu'on ne s'y est pas tout de suite mis, on a les sessions de rattrapage. Moi, je vous conseille d'essayer d'avoir tout à première session, comme ça vous avez des meilleures vacances. Alors, c'est une formation en 5 ans.
Comme je l'ai indiqué, on a une capacité d'accueil et je suis particulièrement vigilante aujourd'hui à essayer de vous informer au mieux sur la formation et sur le métier, parce qu'il serait regrettable que nous prenions des candidats pour faire la formation qui arrêtent en cours de route en disant finalement c'est pas ça que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'est important et on est là pour répondre à vos questions. Alors c'est pas le métier que j'ai envie de faire ou c'est pas les études qui m'intéressent. Donc réfléchissez bien à ça parce qu'une fois que vous êtes entré dans le cursus, normalement nous c'est ce qu'on peut dire au ministère de la Santé. Nous dépendons du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Santé. C'est autant d'orthophonistes qui vont ensuite pouvoir prendre en charge des patients. Et il y a un gros besoin dans ce domaine-là, donc on prend ça très très au sérieux. Donc je vous remets ma petite balance là. De votre côté, c'est votre profil. Alors, il y a les points forts, c'est ceux que vous allez indiquer dans votre courrier Parcoursup, mais il faut aussi bien se connaître et connaître aussi ses points faibles. Donc c'est que vous vous disiez, donc je m'adresse aux jeunes, avec tous les éléments qui me sont donnés, est-ce que je pense que j'ai les compétences, que je pourrais y arriver, que je pourrais améliorer telle chose, parce que si vous savez déjà tout, vous n'avez pas besoin de faire une formation, donc vous allez apprendre. Mais l'idée, c'est que vous soyez aussi à l'aise dans votre formation. Et puis il faut surtout que vous réfléchissiez à votre motivation. Alors, concernant le métier, comme je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de connaître par cœur tous les domaines de compétences de l'orthophonie. Il y a plein d'étudiants, et vous pouvez poser la question aux étudiants qui sont présents, qui ne savaient pas du tout qu'on pouvait s'occuper d'adultes aphasiques, qu'on pouvait s'occuper de laryngectomiser, ni de faire de la cognition mathématique, qui le découvrent au moment de leur formation, alors qu'ils sont venus en se disant « j'ai plutôt envie de m'occuper d'enfants sourds », et qui vont travailler ensuite dans ces domaines-là qu'ils vont découvrir. Mais par contre, il faut bien avoir en tête la notion de métier de soins autour du langage et de la communication et aussi de la déglutition, de la phonation. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, j'aurai répondu, et puis les autres personnes présentes de l'équipe et les étudiants, à vos questions sur les études et le métier qui vous permettent de construire votre projet professionnel. Nous, notre idée, c'est que quand on va regarder votre dossier, c'est est-ce que vous êtes en capacité de vous épanouir et de réussir dans notre filière, une formation en 5 ans, est-ce que vous avez ce profil-là, et est-ce que vous allez vous investir dans cette formation-là pour donner le plus de chance à ceux qui sont très motivés. Et ensuite, c'est à vous de réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour réaliser votre projet professionnel. J'ai quelques personnes qui m'ont contacté par rapport aux gens qui sont en reconversion, c'est-à-dire qui ont déjà un métier et puis qui ont envie d'évoluer autrement dans leur carrière professionnelle. Il faut peser le pour et le contre. On est là pour répondre à vos questions sur à quoi ça m'engage de m'inscrire pour 5 ans, comment je finance ma formation, comment je vais gérer par rapport à ma vie actuelle, etc. Et donc de bien réfléchir à la profession, et puis ce qu'impliquent des études en santé. Par ailleurs, les études en santé, il y a d'autres stands auxquels vous pouvez aller et peut-être vous allez vous rendre compte que vous seriez peut-être plus intéressé par une formation un peu plus courte en audioprothèse qui est proche du travail où on peut travailler aussi avec des enfants sourds, que peut-être vous avez envie de travailler avec des enfants qui sont en difficulté mais que votre profil c'est plutôt un métier qui serait comme un psychologue clinicien ou éventuellement un éducateur spécialisé, un enseignant. Donc réfléchissez bien à ce que vous avez envie de faire, dans quelles autres professions ça pourrait se décliner, dans quelles autres études. Pourquoi je vous dis ça aussi? C'est parce qu'il y a 90 places et que donc il y a plus de 1500 dossiers, ça dépend des années, des fois il y en a plus, des fois il y a bien plus que 1500, des fois je pense qu'on n'est jamais arrivé à 1500, on est plutôt au-dessus, mais enfin. Et nous allons finalement retenir 250 dossiers qui seront admissibles aux oraux. Ça ne veut pas dire que le 252e dossier n'a pas un profil qui est intéressant et plein de qualités. C'est que, comme il y a une contrainte qui nous est imposée de nombre de candidats, eh bien, on prendra les dossiers qui sont les plus riches, les plus convaincants, qui nous donnent le plus d'assurance d'une capacité de s'investir, de s'épanouir et de réussir dans la filière. Donc, je vous invite très fortement à envisager
différentes perspectives. Donc vous pouvez faire jusqu'à 5 vœux en orthophonie, mais faites-en dans d'autres domaines. Et vous pouvez réfléchir à faire une autre formation universitaire. Je vous encourage plutôt à faire une formation universitaire parce que ça vous met dans le bain de la formation universitaire que vous ferez chez nous une fois que vous, si vous arrivez à intégrer la formation l'année suivante, par exemple. Vous pouvez faire le choix de vous inscrire dans une formation en psychologie, voire en médecine, en LAS, en PASS, dans d'autres domaines, où ce que vous allez apprendre ne sera pas perdu pour la suite de votre cursus, et vous pourrez avoir certaines équivalences d'UE aussi si le programme de ce que vous avez fait et ce que vous avez validé correspond à ce qu'on fait dans notre département. Donc, si c'est à peu près équilibré, là, peut-être chacun d'entre vous, les jeunes, vous êtes en train de vous dire, bah oui, moi, c'est à peu près. Eh ben, on serait très heureux de vous accueillir dans le département d'orthophonie de la faculté de médecine. Donc, vous voyez la faculté de médecine qui s'étend, où on a une magnifique bibliothèque, qui s'étend aussi jusqu'au pôle recherche qui se trouve à Urier et qui est aussi sur un site où vous avez tous les hôpitaux, tout le CHU. On a beaucoup d'enseignants du CHU, hein, ils traversent la rue, ou ils marchent un petit peu d'Urier pour venir jusqu'ici pour vous faire cours. Là, vous avez une promotion qui a été diplômée. Et je vais aborder maintenant la question de la modalité d'accès. Donc, depuis que nous sommes sur Parcoursup, donc depuis 2020, les regroupements ont un petit peu changé. Il y a 11 regroupements. Donc, les regroupements, ça veut dire que c'est soit un ou plusieurs CFUO, Centres de formation universitaire en orthophonie. Lille, Paris, Toulouse et Tours, il y a un seul centre de formation. Et puis, il y en a où il y a un regroupement, prenons le plus proche, qui est Normandie et Picardie. Vous avez à la fois Amiens, Caen et Rouen, qui ont des plus petits effectifs. Hein, ils ont des effectifs de 35, 38, 36. Donc, vous pouvez postuler à ce regroupement. Vous aurez un seul dossier, un seul oral si vous êtes admissible aux orales, et ensuite vous pourrez choisir où est-ce que vous voulez aller. À Amiens, enfin, selon les places disponibles. Donc la formation est ouverte aux titulaires du baccalauréat ou aux personnes qui ont un diplôme d'accès aux études universitaires, aux étudiants en réorientation, donc ce sont des étudiants qui ont fait une première, une deuxième, une troisième, voire plus. Hein, il y a des fois des personnes qui reprennent l'étude d'orthophonie après avoir validé un master, voire en ayant une thèse. Donc c'est ce qu'on appelle les étudiants en réorientation. Pour les étudiants en réorientation, si vous êtes concerné par cette situation, c'est bien que dans votre dossier, vous nous donniez un maximum d'éléments sur votre réussite dans l'enseignement supérieur jusque-là, donc notamment vos notes. Et puis les professionnels en reconversion. Et pour les professionnels en reconversion, il est aussi important que vous nous donniez le maximum d'éléments, un CV détaillé, les diplômes que vous avez eus, ce que vous avez fait, en plus de votre lettre de... je ne sais plus, ça a changé de nom, ça s'appelle lettre de motivation peut-être maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les attendus pour entrer dans la formation, ils sont les mêmes pour tous les CFUO. Donc ils sont sur Parcoursup, ils sont détaillés aussi sur notre site. Il y a beaucoup d'informations sur notre site, vous pouvez aller le regarder. L'entretien oral que tous les centres de formation font vise à évaluer les mêmes compétences. Après, selon les centres de formation, selon les équipes, les épreuves ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on va regarder comment la personne s'exprime, si elle n'a pas de difficultés de communication orale ou majeure, ni de problèmes en langue écrite, notamment d'orthographe. Et donc cet entretien est fait avec des cliniciens, notamment enseignants. Donc les attendus, je ne vais pas tous les détailler, parce qu'ils sont accessibles sur Parcoursup, mais je vais un petit peu les commenter pour vous donner le maximum d'éléments. J'ai déjà évoqué la solide maîtrise de la langue orale et écrite, des bonnes capacités de raisonnement logique, d'analyse et de compréhension de concepts issus de disciplines différentes. On s'appuie beaucoup sur des modèles théoriques de la compréhension, de comment fonctionne la cognition, de comment fonctionne la phonation, etc. Donc il y a toute une partie théorique qu'il faut pouvoir aborder. Et puis, il faut que vous soyez intéressé par la démarche scientifique. Je me pose des questions, j'ai une problématique, je fais des hypothèses, j'essaie de trouver les bons moyens, c'est-à-dire la méthodologie pour pouvoir répondre à mes questions.
et je regarde si mes hypothèses sont validées ou pas. Et je prends des décisions en conséquence. Donc ça, c'est un raisonnement scientifique qui est aussi la colonne vertébrale du raisonnement clinique. On fait la même chose avec le patient. Il faut avoir de bonnes capacités de communication, des qualités relationnelles et humaines. Il faut aimer les gens. Il faut être à l'aise avec les gens qui ont des problèmes de santé ou des problèmes de handicap, ou qui rencontrent des situations difficiles. Il faut être patient, il faut être à l'écoute. Un certain nombre d'entre vous ont déjà développé toutes ces qualités et elles peuvent être mobilisées dans un métier. Il faut avoir une bonne capacité de travail. Alors, les étudiants vous le diront, les études sont passionnantes, donc on peut travailler avec beaucoup d'enthousiasme, mais il y a du boulot, donc il faut le savoir. C'est des études comme toutes les études de santé. Donc il y a parfois des étudiants qui sont un peu déçus, les professeurs disent oh, il y a beaucoup de travail, il faut qu'on travaille le soir. En fait, c'est un peu le principe des études. Mais voilà, il faut être bien clair là-dessus, et je profite de vous voir pour vous le dire. Mais encore une fois, il y a du travail pour apprendre des choses qui font sens et qui nous permettent de construire un projet professionnel, ça vaut vraiment le coup, surtout que c'est un très beau métier. Et je vous invite aussi, dans mes collègues qui sont présents, il y a des collègues orthophonistes, de parler avec des personnes qui exercent le métier, avec des patients qui ont suivi des rééducations orthophoniques et qui peuvent parler de ce métier-là par rapport à peut-être d'autres soins qu'ils ont eus pour bien comprendre le métier. Alors, le dossier va être examiné par ce qu'on appelle une commission d'examen des vœux. Et on va regarder vos résultats quand vous êtes néo-bachelier ou en réorientation, donc étudiant, vos notes. Et on va regarder les éléments qui nous permettent de voir votre profil équilibré. On va regarder les éléments qui sont disponibles et ceux aussi que vous donnerez. On va regarder ce qui est indiqué par les enseignants, puisque tout ça est accessible. Donc l'appréciation des professeurs de lycée sur les bulletins et les fiches à venir. Donc nous, ce qu'on attend, on n'attend pas que des super bonnes notes, on attend aussi dans les commentaires des étudiants qui sont capables de progresser, qui sont aussi dans leur classe, qui participent, qui sont en relation avec les autres, qui sont dans une dynamique relationnelle qui est intéressante, ou qui ont des idées, qui ont un projet professionnel. Donc c'est ça le projet de formation motivé. Donc la capacité du candidat à expliciter sa démarche d'orientation, son intérêt pour le domaine de la santé, et puis s'il est en réorientation ou s'il est en reconversion, la façon dont il nous explique pourquoi il est intéressé par l'orthophonie. Je vous rassure aussi un petit peu, on a beaucoup de dossiers à regarder, mais il y a des dossiers où en fait l'étudiant a fait un dossier pour orthophonie, orthopsie, enfin pour tout, et parfois ils changent pas toujours donc ils disent je vais être orthoptiste alors que c'est orthophonie, bon bah ça va vite à regarder ce dossier-là. Donc il y a aussi des gens qui l'ont fait sans être très convaincus. Il y en a, ils vous font une lettre de motivation, vous n'avez pas du tout l'impression qu'ils ont compris ce que c'est que le métier d'orthophoniste, voire qu'ils le confondent avec un autre métier. Donc voilà, ces dossiers-là, ils vont être regardés plus rapidement, et donc on n'a pas 1500 personnes super motivées qui ont vraiment envie de faire qu'orthophonie. Donc, si ça peut vous rassurer. Pour les candidats en réorientation post-bac, on aura les résultats première terminale si vous vous réorientez pas trop tardivement, je ne sais plus c'est combien de temps, quelques années après, 4-5 ans, je ne sais pas où est Charlotte, Abel. Bon, mais en tout cas, indiquez vos notes. Alors vous avez un document que vous devez signer qui vous engage à indiquer que ce que vous mettez sur Parcoursup, ce sont les bonnes informations, parce que ne mettez pas que vous avez une licence en psychologie, vous avez mention très bien alors que vous ne l'avez pas eu, parce que quand on vous le demandera au moment où vous intégrerez la formation, vous ne serez pas reçu dans la formation, puis on appellera le candidat suivant. Mais vous pouvez mettre ces indications. On sait quand c'est rempli par le candidat, on sait quand c'est rempli par l'établissement. Donc c'est important pour nous de savoir, et c'est important, je le dis aussi, pour ceux qui
par exemple, ne pourront pas être pris cette année et qui voudraient retenter leur chance l'année prochaine, s'ils s'inscrivent dans une formation universitaire, validez votre formation. C'est pas tout de s'inscrire en psycho, en sciences du langage ou en biologie. Si on voit que vous n'avez jamais été en cours et que vous avez toutes des notes en dessous de 10, on va choisir un candidat, on va privilégier dans notre classement un candidat qui a eu des bonnes notes et où on voit que, en fait, à l'université, il sait répondre aux attentes d'une formation universitaire. Pour les candidats en reconversion professionnelle, il y en a toujours quelques-uns dans nos promotions et on apprécie beaucoup parce que ça donne une dynamique et aussi une variété dans les étudiants. C'est important que vous puissiez nous faire parvenir un CV détaillé de votre cursus antérieur, des résultats, des justificatifs professionnels, et éventuellement, si vous avez été voir un conseiller d'orientation, enfin qu'on voit comment vous avez mûri le projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que 5 ans de formation où c'est compliqué de travailler à côté, en particulier dans les dernières années, il faut avoir envisagé la façon de financer ses études. Donc les étudiants sont inscrits en formation continue, donc il y a des aides qui peuvent être apportées par l'université, mais construisez bien votre projet parce qu'il ne faudrait pas non plus que la personne en reconversion recommence et ait eu des études et puis se dise en fait je ne peux pas matériellement continuer. Et là pareil, c'est dommage parce que ça aurait été une place qui aurait pas pu être prise par un candidat lui-même en reconversion ou bachelier ou en réorientation qui aurait pu faire les 5 années. Information très importante pour les personnes qui sont en reconversion. On a tout le temps des demandes, des gens qui nous demandent, qui ont déjà fait une formation, dont des éléments, des compétences qu'ils ont développées, qui sont proches de compétences orthophoniques et qui nous demandent en quelle année ils pourraient rentrer. Est-ce qu'ils pourraient rentrer en M1, M2 ? Le système actuel ne nous permet pas d'accueillir des étudiants en dehors de la première année. Donc, il y a des dossiers qui ont été déposés auprès du ministère pour des passerelles, mais elles n'existent pas. Donc, si vous voulez entrer dans la formation d'orthophoniste en reconversion, vous rentrez en première année et vous passez par Parcoursup. C'est la règle. En revanche, il y a certaines équivalences que vous pouvez avoir, certaines dispenses de stage, s'il y a des compétences que vous avez déjà validées. Et donc, vous avez un droit d'inscription qui est différent, qui est plus élevé quand vous êtes en formation continue. Donc, la commission d'examen des vœux va regarder votre profil équilibré entre la maîtrise de la langue, les connaissances, la méthodologie, le raisonnement clinique, donc littéraire et scientifique, mais aussi votre équilibre, l'équilibre psychologique, les aisances relationnelles et communicationnelles. Exercer un métier de soin, c'est aussi gérer les émotions. Gérer ses émotions, gérer les émotions des patients. C'est savoir prendre du recul, c'est savoir avoir une bonne distance thérapeutique qui nécessite cet équilibre-là. Les capacités de travail, je l'ai déjà indiqué, d'autonomie, de réflexivité. C'est très important, c'est une qualité qui est nécessaire aux professionnels et qui est nécessaire pour les apprentissages, c'est de savoir réfléchir. C'est-à-dire que nous, on n'attend pas des étudiants qui ont des super notes et qui réussissent tout bien. On attend des étudiants qui soient capables d'identifier là où il y a quelque chose qui n'a pas été, où ils peuvent avoir pas réussi quelque chose, mais ils ont compris pourquoi. Ils ont identifié comment ils peuvent faire pour s'améliorer et ils s'améliorent. Et donc réfléchir à tous ces éléments-là, ça va être un peu la même chose quand on va proposer un traitement, faire un diagnostic. Eh bien, c'est l'évolution du patient, c'est les diagnostics complémentaires qu'il va y avoir qui vont confirmer ou pas nos hypothèses. Et il faut savoir s'adapter et réfléchir pour rectifier le tir quand tous les éléments ne vont pas dans un sens ou dans un autre. Donc, on va vous demander beaucoup en TD de réfléchir. Et de vous tromper, on apprend aussi en se trompant. Mais l'idée, c'est que vous ne vous trompiez pas quand vous serez face au patient. Il faut avoir une motivation, c'est-à-dire je suis prêt à faire 5 années d'études et d'études en santé. Donc, pour savoir si vous voulez faire ça, allez voir les professionnels et les étudiants qui sont ici présents. Et il faut des capacités d'adaptation et de créativité. Donc, si vous avez aussi des qualités de créativité, vous pourrez vous épanouir aussi dans ce métier avec cette qualité-là. Et les capacités d'adaptation, parce que nous avons des patients, toute une série de patients qui sont suivis en orthophonie qui souffrent de handicap. Et dans le handicap, on est obligé de s'adapter. Et donc, on invite les patients à trouver des
processus d'adaptation. Donc si nous-mêmes, nous ne sommes pas ouverts et en capacité de nous adapter, ça va être difficile d'encourager d'autres personnes à le faire. C'est ce qu'on voit parfois quand on accompagne les étudiants quand ils sont en stage, dans l'acquisition des compétences professionnelles, où ils sont très... justement, il manque cette adaptation, donc on le travaille dans la formation. Vous serez évidemment accompagné pour ça. Et je termine sur la dernière diapositive sur l'oral d'admission. Donc la commission d'examen des vœux va faire une liste de personnes convoquées à l'oral. La modalité chez nous est distancielle, parce qu'elle a été mise en place au départ au moment de la Covid. Elle fonctionne plutôt pas mal. Je ne vous cache pas qu'on n'est pas tous du même avis dans l'équipe, parce que nous, les orthophonistes, on aime bien voir les gens en vrai, parce que c'est pas pareil. Mais on comprend aussi les contraintes des familles. Pour les étudiants qui sont en train de passer le bac, pour ceux qui sont en train de passer leurs examens et ceux qui viennent d'autres régions, le calendrier Parcoursup ne nous permet pas de leur dire très à l'avance s'ils sont reçus pour l'admissibilité à l'oral. Et du coup, ça a un coût de trouver un billet en dernière minute, de s'organiser pour venir, etc. Donc on garde cette modalité-là. C'est environ 20 minutes d'oral avec un entretien où il y a un échange, et il y a aussi des épreuves par rapport aux attendus dont je vous ai parlé. Et puis ensuite, nous ferons remonter la liste des candidats, de 200 candidats qui seront classés. Et ensuite, je vous invite à ne pas contacter le département. On a toujours des gens qui passent l'oral et puis qui disent « j'ai encore un petit élément à vous donner, est-ce qu'on pourrait, j'ai oublié de vous dire telle chose, est-ce que pour telle raison je ne pourrais pas ?» En fait, c'est Parcoursup qui gère, notamment parce que Parcoursup va prendre en compte les gens qui ont fait des vœux sur toute la France et puis qui seront pris par exemple à Toulouse et qui laissent une place à Lille. Et ça, c'est géré au niveau national. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné le maximum d'éléments qui vous permettent d'avancer dans votre réflexion. Et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. On fera les questions générales. S'il y a des gens qui auront envie de partir maintenant, vous pouvez le faire. Je vous remercie de votre attention. Et puis, je peux répondre à des questions plutôt que de répondre individuellement à chacun qui concerne tout le monde. Et puis ensuite, on se remettra comme on était, en se répartissant dans l'amphi. Vous pouvez échanger avec les orthophonistes enseignants, les personnes de l'équipe administrative, de la scolarité, et puis les étudiants, que je remercie encore d'être présents.